va quand même faire circuler le micro dans la salle. 2-3 questions et retour de la tribune. Merci. Et pour les personnes qui veulent s'asseoir, il reste encore pas mal un petit peu de place au fond. Oui. Bonjour, une question pour la dernière intervenante. Vous avez parlé de la période 2014-2018. Excusez-moi. Depuis 2018, il y a eu la création de l'école de Marion Maréchal Le Pen avec des capitaux dont on ne sait pas d'où ils viennent, qui a formé près de 2000 Bac plus 4, Bac plus 5 de façon politique, avec toute l'influence de Breitbart et de l'éminence pays américaine qui était proche de Le Pen. Est-ce qu'on voit une forme de professionnalisation renforcée qui arrive via cette formation? Il y a quelque chose que je voudrais rappeler, c'est que là, présentement, Marine Le Pen est presque gauchiste par rapport à Zemmour. Et je voudrais rappeler deux choses. C'est que Zemmour, il vient d'un milieu d'extrême droite qui est né. Il est né, enfin ses parents sont nés en Afrique du Nord, dans une France qui était un empire colonial. Donc il trimballe derrière lui tous les fantasmes de cet empire colonial. Autre chose, c'est que dans l'Atlas, aussi bien au Maroc qu'en Algérie, les Zemmour, c'était des pillards. Autre chose, c'est qu'en 1975, le bar, le TLM boulevard Saint-Germain a été le lieu d'un mitraillage, un gang de proxénètes qui s'appelait les Zemmour. Voilà. Oui, moi aussi j'ai une petite complément d'information par rapport à ce que j'avais lu par rapport au travail du Front National. C'était dans les années 95, par là, le National Hebdo demandait directement aux militants et aux adhérents et aux sympathisants d'écrire systématiquement aux journaux, aux radios, aux télévisions dès qu'ils n'étaient pas d'accord, de montrer que le peuple n'est pas d'accord avec ce qui est dit, etc. C'était une stratégie très nette et très claire de leur part. Ce qui n'est pas en face, ce n'est pas tout à fait la même chose, il me semble. Tout d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec... Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit le monsieur à propos des Zemmour. Je trouve que c'est un peu limite raciste. Je suis anti-Zemmour, mais je suis contre le fait que l'on parle d'un groupe qui s'appelle les Zemmour de manière générale. Alors ma question est, je trouve qu'on parle beaucoup trop des stratégies d'extrême droite, et la question est pourquoi la gauche est-elle si faible face à ces stratégies? Merci. Une dernière question avant des réponses. Bon, d'abord, par rapport au monsieur, je pourrais témoigner personnellement. Ma mère aussi est née en Algérie, elle était juive, elle est née dans un milieu de préjugés. Bon, quand elle a quitté l'Algérie, elle est toujours restée à gauche. Elle a très longtemps voté communiste. Elle a toujours eu peur de Jean-Marie Le Pen. Moi, je voulais parler des années 80. C'est quand Jean-Marie Le Pen a commencé à monter. On a parfois dit que c'était François Mitterrand qui avait demandé à toutes les chaînes de télévision de lui donner une place, la même place qu'aux autres partis politiques. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a un document là-dessus? Ou est-ce que ce sont les chaînes de télévision qui auraient même pris la décision? Oui. Oui. Bon, ce serait trop long, mais je peux encore parler? J'ai un peu oublié. Mais bon, est-ce que par hasard, à l'inverse, est-ce que la chaîne France Inter, qui est régulièrement mise en cause par CNews, n'est pas une chaîne qui, à l'inverse, refuse la voix à l'extrême droite, à la droite, et laisse je demande parce que moi, je n'écoute jamais. J'écoute jamais la radio. Je voudrais quand même savoir, parce que c'est toujours dit et redit dans l'émission de Pascal Pro. Oui, alors je vais peut-être commencer par la dernière question sur
question de la lettre à François Mitterrand, oui, ils ont effectivement envoyé une lettre à François Mitterrand en le faisant transiter par quelqu'un qui connaissait un membre du cabinet voilà, d'un ministère, voilà, et où Jean-Marie Le Pen demandait en fait à être plus invité dans les médias. Et dans les peu de travaux qu'on a sur cette époque-là, effectivement, il y a certaines preuves pour dire que le pouvoir a bien entendu facilité les invitations de Jean-Marie Le Pen sur certaines émissions de télé. Et notamment, il y a eu toute la question de l'émission de l'heure de vérité, à cette époque, qui était un peu centrale dans le début aussi de la médiatisation. Alors, Jean-Marie Le Pen a écrit une lettre à François Mitterrand, ça c'est dans les archives du parti, et plusieurs chercheurs ont confirmé le fait que cette lettre avait été reçue par le président et que le président avait agi pour augmenter la médiatisation de Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est les preuves qu'on a pour l'instant. Pardon ? Voilà. Je me souvenais plus du nom exactement. Voilà. Vous pouvez le Guy ? Ça a transité par Guy Pen, qui était le dentiste de Mitterrand. Mais l'intérêt, c'était de diviser la droite. Il y avait une stratégie de Mitterrand. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, sur la question de l'école de Marion Maréchal Le Pen, moi, je vous avoue que j'ai fait mon terrain jusqu'en 2018 et j'ai pas du tout étudié cette école je sais pas du tout ce qui s'y passe. Je sais qu'ils recrutent beaucoup d'identitaires ou de proches de ces milieux-là. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires ou de profs d'université qui se cachent un peu, mais qui participent à ces enseignements-là. Et je ne saurais pas vous dire est-ce que c'est une professionnalisation des cadres du FN, puisqu'en plus, Marion Maréchal Le Pen, voilà, elle est sortie du FN et elle a d'autres... Voilà. Oui, ça circule. Mais bon, il y a quand même... Ça circule, mais il y a quand même des structures partisanes à l'extrême droite qui ne s'entendent pas du tout. Donc ça circule pas forcément aussi dans ce sens-là. Voilà ce que je pouvais dire. Formation politique, oui, à l'extrême droite, elle se pose, mais que finalement, les personnes qui sont formées, alors certains vont pouvoir se retrouver éventuellement au RN, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Mais forcément, on focalise un petit peu sur l'ICEP, parce que c'est Marion Maréchal et que tout le monde la connaît, et les instituts de formation qui, pour le coup, chaque année, drainent des centaines d'étudiants, soit à des universités d'été, soit sur des cycles de conférences. Et là, ça commence à faire un petit peu du nombre. Pour l'instant, on les retrouve plutôt dans l'entourage de Zemmour, mais de fait, l'extrême droite s'est aussi emparée de cette question-là. Simplement, et ça aussi, ça peut être un petit peu étonnant, pour l'instant, principalement pris en charge par les milieux nationaux catholiques et par ce qui reste de la nouvelle droite autour de l'Institut Iliade. Donc c'est quand même dans la radicalité aujourd'hui que les cadres de demain se forment. Mais comme c'était déjà un petit peu le cas avant, finalement. Une question premier rang, puis... Oui, merci. Je voulais juste compléter la réponse qui a été faite là, à propos de Mitterrand. C'est absolument vrai que Mitterrand a joué avec Le Pen. Mais si vous regardez les courbes des résultats électoraux du Front National à l'époque, et si vous regardez l'année où ça s'est passé, la médiatisation, c'est 1983, si je ne me trompe pas. Or, 1983, écoutez, c'est juste le moment du tournant libéral de François Mitterrand. Et donc là, il y avait déjà de quoi susciter la colère d'un certain nombre de Français concernant cette politique qui a renoncé à changer la vie et je ne sais quoi d'autre qu'il avait promis à l'élection de 1981. Donc c'est pas seulement Mitterrand qui a poussé Le Pen, c'est aussi la situation politique qui a fait qu'il a pu, que le FN est monté à partir de là. Ils avaient 3% au début. Hein. Je complète ce que vous venez de dire pour répondre un peu à la question que Madame a posée sur la question de l'impuissance de la gauche par rapport à tout ça. 1983, plutôt même 1984, c'est aussi le moment où la gauche en fait abandonne la question de la transformation des médias. Voilà, c'est le moment où la gauche autorise les publicités commerciales à la radio, c'est le moment où la gauche autorise la création d'une chaîne privée qui sera Canal+. C'est quelques années plus tard, en 87, qu'elle décide la privatisation de la première chaîne de télévision publique qui est TF1. C'est ce moment où la gauche, qui jusque-là portait un projet de transformation radicale des médias,
dans le programme des 110 propositions pour transformer la France du candidat Mitterrand, vous avez la 94e et la 95e proposition, bon c'est tout en bas, mais ça y est quand même, encore des références aux ordonnances de 1944, c'est-à-dire les ordonnances prises à la Libération pour casser la concentration et interdire toute concentration dans la concentration capitalistique dans les médias. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où la gauche abandonne ce combat-là, eh bien, bizarrement, oui, ça correspond au moment où il y a le tournant de la rigueur, c'est-à-dire le passage à l'orthodoxie libérale, aux politiques économiques orthodoxes, etc. Et c'est le moment où, bizarrement, l'extrême droite commence à profiter, en fait, aussi de cette libéralisation économique, pas simplement politique, mais économique aussi, des médias. Et ça, je pense que c'est un élément de réponse important à la question que vous avez posée. C'est-à-dire que l'abandon de cette question de la transformation des médias par la gauche, mais aussi par toute la gauche dite gauche de gauche ou gauche radicale des années 90, qui n'a jamais repris en fait à bras-le-corps cette question, explique aussi beaucoup l'impuissance de la gauche par rapport à tout ça. Des pistes. Donc une dernière question. Oui, si je peux pardon, désolé. C'est juste toujours pour répondre à la question, mais en deux mots. Oui, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, je parle par exemple juste pour la question de la fachosphère déjà, juste pour les stratégies sur Internet. Il faut se rappeler qu'au moment où l'extrême droite s'en empare, la gauche et l'extrême gauche en particulier avaient un mépris complet pour tout ce qui était activisme virtuel. Le vrai militantisme, c'était dans le monde réel, et tout le monde regardait ça de haut, et tout le monde disait mais il n'y a pas d'avenir pour ça. Bon, avoir le nez creux à ce point, c'est un peu triste. Et puis après, au début des années 2000, une fois qu'il y a eu une évidence d'Internet, on a continué à lutter contre ces nouvelles formes que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit les identitaires ou égalité et réconciliation, avec la même grille d'analyse de l'antifascisme des années 90, comme pour le FN. Donc forcément, ça ne pouvait pas matcher. Donc il y a eu un problème d'adaptation, ça c'est certain. Une dernière question. Oui, c'était pour revenir un peu sur la démarche des médias dans le fait d'inviter des cadres du Front National. Moi, je me demandais si vous aviez des hypothèses sur les raisons qui poussent les cadres des médias, les journalistes, les rédacteurs en chef, à inviter ces représentants de l'extrême droite. Est-ce que c'est des raisons structurelles? Est-ce que, je voulais avoir un peu votre analyse là-dessus. C'est déjà sur le deuxième débat, ça. Oui, c'est répondre à la deuxième table ronde. Je veux juste rappeler sur la question de Mitterrand que je ne disais pas que l'augmentation des scores électoraux du FN était liée au fait que Jean-Marie Le Pen était passé à l'heure de vérité. C'était de dire que la médiatisation a été augmentée par ce biais-là, mais qui dit médiatisation ne dit pas augmentation mécanique des scores électoraux. Juste sur la question des hypothèses du côté des journalistes, j'ai interrogé certains journalistes de presse nationale, mais c'était pas un travail systématique, là c'est un nouveau terrain de recherche aussi que j'ai essayé de travailler, mais il y avait au moins 3 hypothèses. D'une part que, au regard des scores électoraux du Front National, il était légitime d'inviter des porte-paroles, l'idée de dire des gens votent pour le FN, donc il faut bien qu'ils soient représentés à la télévision. Une autre hypothèse qui est aussi le fait de faire de l'audience en fait, et que certaines émissions avec des cadres du FN marchent plutôt bien. Donc ça permet aussi, ça rejoint aussi les logiques économiques en fait de structuration des médias. Et il y a aussi une autre hypothèse qui est liée en fait à certaines formes d'interconnaissance entre certains cadres du FN et des journalistes parfois de premier plan. Et donc avoir ce carnet d'adresses et ce réseau parmi certains journalistes dominants fait que vous avez aussi mécaniquement plus de chances de pouvoir être invité, il me semble, dans certaines émissions. Sur les 3 hypothèses. Et pour ce qui est de l'extrême droite radicale, c'est des bons clients tout simplement. Peut-être du fave porn, c'est tout. Et ça fait vendre. Ça vend du papier, ça vend des images. Ardisson, on les invite. Des émissions d'Ardisson, et depuis etc. Qui ont été des... Batskin dans les années 80 qui est invité sur les plateaux, le PNFE, des gens qui représentaient quelques dizaines de militants, on les invitait parce qu'il allait se passer un truc. Voilà. Je remercie Safia, Dominique et Hervé pour leurs interventions. Merci encore.
Merci à la salle qui ne finit pas de se remplir. Et une transition pour la deuxième table ronde, j'invite Denis qui va nous parler d'une initiative qui s'inscrit dans notre combat antifasciste et antiraciste. Oui, il y avait une question sur la réaction de la gauche, etc., face à ce qui se passait. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a une manifestation à Grenoble contre le fascisme et contre l'extrême droite. Il y a une manifestation à Saulieu, qui est un endroit qui est juste à côté de Dijon, où se tient aujourd'hui un meeting de Zemmour. Donc il y a une contre-manifestation là-bas. Et il y a différentes initiatives sur ces questions-là, aujourd'hui, à Aix. Et ce soir, on en reparlera, il y a une déambulation contre le fascisme et contre le racisme à l'issue de ces conférences qui partira de Père-Lachaise pour finir à République et qui permettra de recouvrir les murs de nos quartiers d'affiches antiracistes et antifascistes. Ça fait partie tout ça d'une campagne. On est un 12 février, ça a été rappelé le lien avec 34. Il faut se rappeler qu'en 1934, en réalité, ce qui s'est passé, c'était un sursaut contre un coup de force des ligues d'extrême droite. Que ce sursaut, le 12 février, il a donné lieu à une grève générale et des manifestations dans 346 villes en France. Et que ça ne s'est pas arrêté là, qu'en réalité, cette dynamique qui a commencé sur la question de la lutte contre le fascisme, en réalité, elle a créé une dynamique qui s'est élargie et qui a amené, je ne parle même pas du Front populaire au niveau électoral, mais à une dynamique de retour des luttes. Et justement, tout ce dont on parle sur les gains du Front populaire sont des gains qui ont été bien plus gagnés par les grèves et par les luttes que par la victoire électorale elle-même. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, l'enjeu, on est à ce type de croisement-là et à ce type d'enjeu, de choix de société, que toute la campagne, toute la situation montre en ce moment comment tout se focalise sur les questions du racisme et que c'est une sorte de course à l'échalote entre l'extrême droite et les autres forces sur les questions du harcèlement des migrants, de renforcement des politiques sécuritaires, de la lutte de toute la question et les offensives contre l'islamophobie. On voit les histoires autour des hijabeuses en ce moment. Donc il y a un choix qu'il y a à faire. Ils essayent de faire passer l'idée que toute l'opinion, ils justifient leur politique et leurs évolutions par l'idée que l'opinion serait en train d'être gagnée par les idées racistes, etc. et que simplement ils suivent ce que fait l'opinion. Donc l'enjeu de cette campagne, il a été décidé dans le cadre de la marche des solidarités avec les collectifs de sans-papiers, puis proposé à l'ensemble du mouvement social, mais d'abord au front de lutte contre les violences policières racistes, à tous les fronts de lutte contre l'islamophobie, contre le racisme en général, de lutte dans les quartiers, et aussi au mouvement syndical et à tout le mouvement social, de dire là, il faut prendre les choses à ce niveau-là, il faut créer un mouvement de société pour dire que la réalité, c'est pas celle-là, qu'il y a des luttes partout, qu'il y a des expressions de solidarité partout, que ça doit se montrer, ça doit devenir visible, et ça doit donner des luttes, ça doit donner des manifestations de masse dans la rue, etc., des initiatives un petit peu partout. Ce qui est en train de se faire, aujourd'hui la campagne, il y a Visa dedans, qui a signé, j'ai vu qu'il y avait le SNJ, le syndicat national des journalistes, il y a 367 organisations signataires de tout type, locales, nationales, des associations, des collectifs, des syndicats, des ONG, etc. On appelle d'ailleurs, si vous faites partie d'une association de parents d'élèves, vous faites partie d'un lieu culturel, c'est la société qui doit se soulever en ce moment, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc j'invite tout le monde, il y a une table là, on ne demande pas, il y a un accord qui est base d'un texte qui a été signé par tout le monde, qui est très simple. Notre pays s'appelle Solidarité, d'où que l'on vienne, où que l'on soit né, qui a quand même un certain nombre de revendications, mais qui unissent très largement. L'enjeu, ces discussions-là, elles sont très importantes. Les positions de chacun, de chacune sont très importantes dans toute leur diversité. Cette campagne-là, elle essaye de rassembler. Donc il y a des affiches, il y a des tracts avec le texte de l'appel. Au moins déjà, vous pouvez le lire. Il y a des autocollants, mais n'hésitez pas à en prendre, à en emmener. Si vous faites partie de structures, y compris prenez des rouleaux d'affiches, etc. Il faut qu'on recouvre nos quartiers. Il faut que ça s'exprime un petit peu partout et que ça s'exprime notamment il va y avoir une journée de manifestation, avec une manifestation, on appelle une manifestation nationale à Paris, le 19 mars, entre la journée internationale contre les violences policières du 14 mars et la journée internationale contre le racisme du 21 mars. Ce qu'on veut, c'est que cette journée-là à Paris, ce soit massif. Il y a déjà des cars qui commencent à être affrétés de Rouen, de Rennes, de Toulouse. On espère que ça va
que ça va se développer. Et c'est une journée internationale, en fait, il va y avoir des manifestations dans le monde entier ce jour-là, contre le racisme et contre le fascisme. Donc voilà, c'est le moment là maintenant, on parle, c'est très très important. Maintenant, il faut se lever, faire se lever les gens qui sont autour, c'est une question de confiance. Est-ce que le lendemain du 19 mars, est-ce que dans les semaines qui suivront, ceux et celles qui auront le plus de confiance, c'est les racistes et les fascistes dans nos quartiers, qui ont la tête levée en ce moment, ou est-ce que ceux et celles qui auront la tête levée, qui auront la confiance, ce sera ceux qui se battent contre ces idées-là et qui cherchent à construire une société qui ne soit pas du tout sur ces valeurs-là, mais sur les valeurs de solidarité, de lutte, etc. Merci à vous, donc faut s'y mettre. C'est important de faire. Je t'ai emprunté ton stylo parce que ça me permet de discuter. La lutte vivante, j'en aurais besoin, pas médiatisée. Dès que tu en as besoin. Heureusement qu'il y a les médias indépendants aussi, comme les camarades de Radio Cause Commune et les autres stands qui sont présents. Voilà. Pour la mémoire des luttes aussi, cette mémoire vivante, rappelez qu'ici on est au lieu où il y avait la prison de la Petite Roquette, prison des femmes, dans lequel pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistantes ont été arrêtées, internées, torturées, donc ici sur ce lieu, le square, et que le square de la Petite Roquette, s'appelle également le square Marcel Reymann, donc pour oublier, ne pas oublier justement ces étrangers, étrangères, qui ont fait partie de la résistance. Oui, mais je parle pas active, quand les gens parlent. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient arméniens, qu'ils soient espagnols, italiens, voilà, d'Europe de l'Est, qui ont fait voilà, qu'on puisse aussi vivre aujourd'hui. Donc en mémoire aussi à l'affiche rouge et donc à Marcel Reymann, qui est la statue qui est juste à l'entrée de ce square. Donc en transition, donc vous pouvez, voilà, sur la deuxième table ronde, on a rattrapé un petit peu notre retard. Merci à vous d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour cette journée. Donc en fait, je vous montre pas la salle derrière moi, parce que j'ai promis de ne pas filmer le public. Mais à peu près, vous avez la même chose derrière moi que devant. Donc il y a beaucoup de monde. Donc, c'est une après-midi de débat, de vigilance contre le fascisme et l'extrême droite. Dans les médias, dans la banalisation médiatique. Là, dans quelques instants, il va y avoir deux sociologues et Samuel Gontier. Samuel Gontier, c'est le chroniqueur télé de Télérama, qui vont nous parler des médias à l'heure de la menace fasciste. Samuel va nous parler évidemment de son expérience hardcore de journaliste de canapé qui regarde à non plus finir BFM, CNews et compagnie. Alors là-bas à gauche, là, ici, là-bas, tac, ici, là-bas, il y a une salle, petite salle, où il y a plein de stands que je pourrais éventuellement vous montrer. Tout à l'heure après les débats, où il y a Bastamag, Arrêt sur Image, les copains de Libertalia, Solidaire, le syndicat national des journalistes, le syndicat national des journalistes, CGT, SNJ, CGT, enfin bref, tous les suspects habituels quoi. Alors, pour la batterie, alors là vous allez rigoler. Et voilà, j'ai prévu, et j'en ai même deux, deux batteries de secours. Alors, on n'a pas pris l'antenne à 14h parce qu'au départ, il devait y avoir quelqu'un qui ne souhaitait pas, pour des raisons de protection, être filmé, qui en fait n'était pas là. Donc, ce qui fait qu'on a pu prendre en cours de route le premier débat.
Non Camille, je suis désolé, je ne pense pas que le logiciel que j'utilise, Streamlabs, permet de zoomer. Ah si, regarde. Qu'est-ce que ça donne là? Est-ce que c'est mieux ou pas? Quand les gens vont parler, est-ce que c'est mieux ou pas? Ça bruite pas mal. C'est assez punk rock. Oui, c'est bien. Bof, qualité, mais mieux. Ok, d'accord, d'accord. Alors on va faire un peu de réalisation. Voilà. Super. Alors je peux vous dire c'est plein, hein. C'est plein à craquer, c'est plein comme un œuf. Ouais, pour l'instant je bouge parce que alors, en règle générale, tout à l'heure vous entendiez moins parce que les gens qui interviennent ont moins l'habitude de parler dans le micro que ceux qui sont à la tribune. Et en règle générale, j'ai l'impression que ceux qui sont à la tribune, on les entend mieux. Oui, alors à la fin, je vous montrerai ou alors attends. Tu peux jeter un œil sur mes affaires? Tu peux jeter un œil sur mes affaires? Merci beaucoup. Bon, alors, attendez, je vais vous faire la visite guidée. Hop. Ça va démarrer. Ah merde, il démarre. Attendez, je vais vous montrer les belles affiches. Donc voilà, on fait ça là maintenant. Je crois que ça va démarrer, donc on y retourne. Hop. On a intérêt à être bon tout à l'heure, toi. Pourquoi? Parce que ça va être en direct. Ah non. Ça vous entend si lourd? Non, pour l'instant, non. Non, j'en ai besoin de temps en temps parce que je note éventuellement des propositions quand il y a des intervenants pour la dernière table ronde. Enfin, pour la fin. Ouais. Mais c'est juste des idées. Hein. Alors je vous ferai une visite après le débat, les différents stands. Il y a notamment un dessinateur bien connu de nos services que j'ai salué tout à l'heure. À venir vous installer. On commence dans 1 minute. Merci Ariel. Alors donc la deuxième table ronde qu'on a intitulée 30 ans de banalisation médiatique de l'extrême droite, ça marche, réunira, alors je vais toutes les citer maintenant, Samuel Gontier, qui est un observateur assidu et courageux des chaînes d'information, dont il fait la chronique en continu sur la page Ma vie au poste de Télérama.
Il a publié en 2016 aux éditions La Découverte « Ma vie au poste », 8 ans d'enquête immobile sur la télé du quotidien. Est-ce que c'est bon là l'image? Des chaînes d'infos, donc le ratio zoom-bruit. L'état des chaînes et les mécanismes de la banalisation. Ensuite, on aura Hugo Paletta, qui est sociologue, co-animateur de la revue en ligne Contretemps. Il a publié La possibilité du fascisme France, la trajectoire du désastre, aux éditions La Découverte en 2018. Et plus récemment, l'année dernière, Face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme, avec Ludivine Pantini. Et il nous parlera de la contribution des grands médias à la dynamique néofasciste. Et enfin, à ma gauche, Nico Lowald, qui est professeur de sciences politiques à Nanterre, qui a travaillé sur la droite et l'extrême droite, autrice de Le populisme du FN, un dangereux contresens, aux éditions du Croquant en 2004, et qui interviendra donc, qui parlera de la légitimation des thématiques fétiches de l'extrême droite en se centrant davantage sur le champ politique. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Samuel Gontier. Bonjour, merci Pauline, merci à Acrimed et à Visa pour leur invitation. Je vais donc parler spécifiquement des chaînes info. Je pense que Nicolas Lowald et Hugo Paletta proposeront des pistes d'analyse, de réflexion plus approfondies. Pour ma part, je vais rester sur un constat d'observateur, plutôt sur une analyse factuelle, avec un tout petit peu de subjectivité, je le reconnais. Alors, je précise tout de suite que je vais plutôt m'appuyer sur l'actualité récente, et pas remonter dans les 30 dernières années comme le promet l'affiche, pour deux raisons. D'abord, je ne scrute ces chaînes info que depuis une dizaine d'années à peu près. Et puis, ces chaînes info, en fait, l'émergence date de 2005 et du lancement de la TNT. C'est au moment du lancement de la TNT, donc de la télévision numérique terrestre gratuite, que BFM TV est apparu, que iTélé, qui est devenu CNews, et puis ensuite LCI, sont arrivés donc parmi les chaînes gratuites et donc sont devenues accessibles à tout le monde, alors qu'avant, ces quelques chaînes qui existaient, LCI et iTélé, étaient seulement disponibles sur des bouquets payants, donc avec une très faible audience, une très faible influence. France Info, elle, est apparue plus récemment, et je vais faire un peu l'impasse sur cette chaîne publique, moins caricaturale, même si elle présente aussi des travers, mais je vais faire un peu l'impasse aussi tout simplement parce qu'elle pèse moins en termes d'audience et donc d'influence. L'audience, l'influence, voilà le cœur du problème. On me reproche souvent, à moi ou à d'autres, de donner beaucoup trop d'importance à ces chaînes qui ont une audience plutôt faible. Et c'est vrai, LCI, BFM TV, CNews ne rassemblent que quelques centaines de milliers de téléspectateurs à un instant T. Mais sur une journée, en moyenne, ce sont 10 millions de personnes qui regardent BFM TV, la chaîne leader. Ça peut atteindre 12, 15, voire plus millions de personnes les jours de forte actualité. CNews n'est pas loin de rassembler autant de monde, et LCI est un petit peu derrière parce qu'elle fait moins d'audience. Ces chaînes info touchent donc un large public. Pour beaucoup de gens, c'est devenu un réflexe de zapper sur BFM TV pour avoir des infos, comme autrefois on allumait France Info ou une radio pour avoir un flash. Et c'est sans parler des écrans allumés non-stop dans les cafés, les restos, et aussi dans les ministères. Le deuxième élément qui fait l'influence de ces chaînes, c'est que tout le monde s'y retrouve. Enfin, tout le monde, façon de parler. D'abord, les politiques. Il faut y être, il faut en être. Certaines têtes d'affiche sont abonnées à ces chaînes, même courtisées. Et pour les seconds couteaux, les relégués, les petits nouveaux, c'est une consécration d'apparaître sur BFM TV. Ensuite, ces chaînes attirent aussi la fine fleur du journalisme français. Enfin, quand je dis la fine fleur, vous m'avez compris, c'est un peu ironique. À quelques exceptions près, on ne trouve sur les plateaux aucun représentant des médias alternatifs, indépendants, ou même tout simplement de médias de gauche. On y voit surtout des éditorialistes des journaux et des radios qui appartiennent à des grands groupes privés détenus par des milliardaires. Du coup, les chaînes info représentent un concentré du système médiatique dominant.
C'est aussi ce qui fait leur influence et c'est aussi ce qui fait leur intérêt pour moi, selon moi. Enfin, dernier élément qui explique l'influence de ces chaînes, que l'influence de ces chaînes dépasse leur audience déjà conséquente, comme je l'ai dit, c'est leur omniprésence sur les réseaux sociaux, où elles postent sans arrêt des extraits d'émissions, la plupart du temps sans contextualisation, des extraits qui sont ensuite partagés, critiqués, détournés, et peu importe, ça contribue à leur visibilité. Pour toutes ces raisons, les chaînes info ont donc une influence majeure sur l'agenda, sur l'ordre du jour, sur la hiérarchie et le cadrage de l'actualité. Donc sur les thèmes dont on va parler en famille, entre amis, au boulot, au bistrot, sur les réseaux, dans les ministères, à l'Assemblée et bien sûr dans les autres médias. Ces chaînes jouent un rôle primordial dans ce que Bourdieu appelait dès 1996 la circulation circulaire de l'information qui, depuis 1996, s'est beaucoup intensifiée et accélérée avec l'apparition des réseaux sociaux et justement de ces chaînes info. Venons-en maintenant au cœur du sujet, à la manière dont BFM TV, CNews et LCI déroulent le tapis rouge à l'extrême droite et à ses discours. Pour s'en faire une idée, on peut aller consulter le site de l'ARCOM, anciennement CSA, donc qui est l'autorité de contrôle de régulation des médias audiovisuels, et qui est chargée de veiller à l'équité des temps de parole entre les candidats sur les différentes chaînes. Alors j'y suis allé. Et voici les chiffres du mois de janvier. Sur BFM TV, Zemmour et ses soutiens ont occupé 24% du temps d'antenne dévolu aux représentants des partis politiques. Le Pen et ses soutiens, 16%. Zemmour semble donc un petit peu surreprésenté. Sur CNews, Zemmour et ses soutiens, c'est 18,5%. Le Pen, 16%. Sur LCI, 19% pour Zemmour, 14% pour Le Pen. Alors quand on voit ça, on se dit que les chaînes info, finalement, respectent à peu près les équilibres politiques. En tout cas, ceux qui sont établis, définis par les sondages, dont ces chaînes font d'ailleurs un grand usage et dont on peut douter de la fiabilité, mais c'est un autre sujet. Alors pourquoi on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que les idées et les personnalités d'extrême droite dominent l'actualité et les débats sur ces chaînes? Et puis il y a un truc bizarre, vous avez peut-être noté, selon le CSA, BFM TV accorde plus de temps d'antenne que CNews aux représentants de Zemmour. Alors on sait très bien que CNews roule pour Zemmour. Pour comprendre, on peut choisir d'autres statistiques. Par exemple, celle-ci établie par Libération. Il s'agit du nombre de tweets postés par BFM TV à propos de personnalités politiques entre le 7 septembre et le 7 octobre dernier. Je vous montre. Alors c'est peut-être un peu loin pour certains, mais vous voyez en haut une grosse barre noire. La grosse barre noire, c'est Zemmour, qui domine tous les autres, et pour lequel BFM TV a publié 432 tweets en un mois, c'est-à-dire une moyenne de 15 par jour. Et c'est aussi 3 fois plus que le premier, ou plutôt la première de ses poursuivantes, qui est Marine Le Pen. Ensuite viennent Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats. Donc là, on commence à parler vraiment une très très grosse surreprésentation de Zemmour. On peut prendre aussi des statistiques plus récentes, celles de la première semaine de février. Les tweets consacrés à Zemmour et à Le Pen ont représenté 2/3 de ceux postés par BFM TV et 3/4 de ceux postés par CNews. Et les statistiques de l'ARCOM ou du CSA sur le temps de parole de chaque candidat ne sont donc qu'un tout petit bout de la lorgnette. Alors il faut se poser la question sur ces chaînes, de quoi parle-t-on et avec qui en parle-t-on? Eh bien, je vais prendre un exemple très concret. Pas sur CNews, la plus caricaturale, mais sur BFM TV. Mercredi dernier, la chaîne organise un débat avec les Français. Enfin, certains Français, en fait, choisis par BFM TV. Ça s'appelle La France dans les yeux et l'invité est Éric Zemmour. Dès 6h du matin, la journée s'ouvre avec un reportage à Versailles intitulé « Zemmour chasse sur les terres de Pécresse ». Et ensuite, toute la journée, on continue à faire la pub du débat du soir, à disserter sur les enjeux de ce débat pour Zemmour et pour la présidentielle. À partir de 18h et jusqu'à minuit, l'antenne est entièrement dédiée à l'extrême droite. Mais vraiment intégralement, puisqu'il n'y a même plus aucune coupure pub. Pendant 6 heures, on ne va parler que de l'extrême droite, sans jamais la nommer extrême droite d'ailleurs. Bien sûr, il y a les 2h40 de débat avec Zemmour proprement dit,
Mais tout le reste de l'antenne est consacré à répondre à ces questions. Zemmour peut-il se qualifier pour le second tour? Zemmour peut-il obtenir de nouveaux ralliements? Et enfin, Zemmour peut-il faire preuve d'empathie? Alors, pour répondre à ces questions, sont présents des politiques, des journalistes, des éditorialistes de droite et d'extrême droite, tous, à l'exception de Pierre Jacquemin du magazine Regard, qui a dû bénéficier de quelque chose comme 3 minutes d'antenne sur les 6 heures consacrées à Zemmour. Donc 3 minutes pour la gauche, sur 6 heures d'antenne pour la droite et l'extrême droite. Parmi les politiques, il y a une représentante d'En Marche, une représentante des Républicains, les principaux adversaires de Zemmour, avec le RN, bien sûr, avec le Rassemblement National. Il y a donc aussi le sénateur Stéphane Ravier, interrogé pour savoir s'il va se rallier à Zemmour, et il y a Jordan Bardella, président du Rassemblement National, interrogé pour savoir comment Marine Le Pen va faire face à la dynamique Zemmour. Car oui, Zemmour bénéficie, je cite, d'une très forte dynamique. Tous les intervenants le répètent. Tout simplement parce que dans les sondages, il est remonté d'1 point en 15 jours. Alors 1 point, c'est dans la marge d'erreur, mais on s'en fiche. Pendant des heures, on va donc parler de la personnalité et de la stratégie de Zemmour, sans jamais parler de son programme ni de son idéologie. Le chef du service politique le revendique. Je cite. L'idée, c'est pas de faire de l'idéologie des grandes théories. Non, en effet, sur BFM TV, l'élection se joue, selon la formule, comme une course de petits chevaux. Une compétition entre des personnes, et peu importe qu'elles soient racistes, sexistes, homophobes, islamophobes. On ne le dira jamais. On ne parlera même pas de candidats d'extrême droite, mais, comme Bruce Toussaint, de candidats si particuliers. C'est la manière extrêmement dépolitisante de parler de la politique sur BFM TV à longueur de journée. Puisque la chaîne consacre chaque jour une grande partie de son temps d'antenne à cette course de petits chevaux, à cette bipolisation du débat politique. Et même à sa glamourisation, comme lors du grand retour de Marine Le Pen dans les médias après sa défaite de 2017. BFM TV et LCI avaient alors chacune diffusé de magnifiques documents sur la dynastie Le Pen, la saga Le Pen, où on découvrait comment la pauvre Marine avait souffert des querelles familiales. Alors je reviens maintenant sur les autres intervenants de cette soirée Zemmour sur BFM TV. Outre les politiques, il y avait donc une palanquée d'experts éditorialistes. Tous de droite, hormis Pierre Jacquemin que j'ai déjà cité. Enfin, d'abord, tous les éditorialistes de BFM TV sont macronistes. Alors pour équilibrer les débats, on avait aussi invité des éditorialistes plus à droite. Par exemple, un journaliste du Figaro, très bienveillant avec Zemmour, et puis Julie Graziani, fervente supportrice de Zemmour, puisque par exemple à l'issue du débat, elle salue, je cite, son honnêteté intellectuelle poussée presque trop à l'extrême. Et elle ajoute qu'il parvient à créer une empathie et même un moment émouvant. Là j'ai failli pleurer. Le problème, c'est que Julie Graziani n'est pas comptabilisée dans le temps d'antenne des soutiens de Zemmour. Pas plus que les journalistes de Valeurs Actuelles qui pullulent sur les plateaux de BFM TV. Pas plus que Pascal Praud, Yvan Rioufol, Jean-Claude Dacier, Mathieu Bock-Côté, Charlotte Dornelas, toutes les têtes d'affiche de CNews, tous ces prétendus experts qui roulent pour Zemmour. Ils ne sont pas encartés, donc leur temps de parole n'est pas décompté. Voilà comment on se retrouve avec une énorme surreprésentation de l'extrême droite sur les chaînes info. Pour l'expliquer, il faut aussi revenir sur la véritable nature de ces chaînes. Elles produisent en fait très peu d'informations, très peu d'enquêtes, un petit peu de reportages. Mais pour des raisons d'économie, elles privilégient les débats en plateau. Réunir 4 gugus dans un studio de l'Ouest parisien, ça ne coûte pas cher, et ça peut produire du clash, de la déclaration fracassante qui va faire le buzz et qui va contribuer au rayonnement du média. Pour résumer, ces chaînes d'infos ne sont pas des chaînes d'information, ce sont des chaînes de déblatération, qui vont passer leur journée à dénoncer des opérations de communication, des coups médiatiques, mais qui vont aussi passer leur journée à commenter ces opérations de communication et ces coups médiatiques, qui viennent souvent, la plupart du temps, on l'a vu, de l'extrême droite ou de la droite. Pour finir ce tableau plutôt descriptif, plutôt factuel sur les mécanismes de la présence, de l'omniprésence de l'extrême droite sur les chaînes info, je me risque à fournir un élément d'explication supplémentaire
même si je pense qu'un Nicolas Ovade et Hugo Paeta seront bien plus compétents et pertinents que moi dans le domaine que j'aborde. Ces chaînes d'information, à l'exception de France Info, sont détenues par des milliardaires, des industriels qui tous dépendent des commandes de la régulation de l'État, et qui sont aussi des acteurs majeurs et de grands bénéficiaires de l'économie néolibérale. Ces capitaines d'industrie, comme on dit, et leurs salariés ont donc tout intérêt à promouvoir, comme le pouvoir en place, une alternative entre la droite illibérale d'Emmanuel Macron et l'extrême droite autoritaire de Le Pen ou de Zemmour. Car pas plus l'une que l'autre, elles ne menacent leurs intérêts. Je le résume en reprenant le célèbre adage des années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. Cet adage, Raphaël Enthoven l'a remis au goût du jour, sur LCI d'ailleurs, en disant plutôt Le Pen que Mélenchon. Et je pourrais aussi ajouter plutôt Zemmour que Poutou. Voilà pourquoi, quand un candidat affirme que les HLM sont des foyers d'islamisation, on le laisse dire, on ne le reprend pas, mais on s'intéresse à sa capacité d'empathie. En revanche, si un invité de gauche réclame de nationaliser les EHPAD ou les autoroutes, alors là, immédiatement, il se trouve des experts, des chroniqueurs économiques, pour dire que ce serait de la folie, que le privé est un bien meilleur gestionnaire que l'État. Voilà, je laisse la parole, monsieur. Et merci de l'invitation à Acrimed, une association que vous savez sans doute absolument indispensable, au sein de laquelle j'ai eu d'ailleurs le plaisir de militer pendant quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, notamment avec le non moins indispensable Henri Mahler, longtemps animateur d'Acrimed et qui ne peut pas être là aujourd'hui et à qui je voulais rendre hommage. Alors je voudrais... il mérite des applaudissements, Henri. Je voudrais effectivement, dans mon intervention, comme l'a dit Pauline, défendre l'idée simple que les médias dominants, effectivement, ont contribué et contribuent continuellement à la dynamique fasciste ou néofasciste, pour être peut-être plus précis. Mais avant de dire ça, il faut, je crois, commencer par écarter le récit des éditocrates macroniens, mais aussi de pas mal de journalistes, finalement, pour qui les médias, qui auraient joué un rôle dans la montée de l'extrême droite, dans sa banalisation, ce serait essentiellement ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire des médias hors des circuits mainstream, des médias web, des chaînes YouTube. Évidemment, je ne cite pas les noms, ils sont détestables et il n'y a pas besoin de leur ajouter de la publicité. Loin de moi, évidemment, l'idée de minimiser l'impact de ces médias, le poison qu'ils diffusent en permanence, notamment le poison antisémite que certains de ces médias peuvent diffuser, et donc la nécessité de les affronter sur tous les terrains, et y compris sur le terrain médiatique, si on veut, en construisant des médias indépendants, en accroissant l'audience de nos médias, etc. Bon. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, cette fachosphère. C'est-à-dire que la force de la fachosphère est loin d'expliquer l'essentiel. Alors évidemment, ce récit est d'ores et déjà écorné aujourd'hui par le cas des médias du groupe Bolloré, CNews, Europe 1, etc., qui sont des médias mainstream et qui font, on le sait, et ça a déjà été dit à l'instant, une place énorme à l'extrême droite, à ses idées, entre guillemets, c'est-à-dire à son poison, à ses idéologues, etc. Mais ce que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est que la question du rôle des médias dans la progression du fascisme, ça va bien au-delà non seulement de la fachosphère et de Bolloré, de ses médias, de Zemmour, etc. Ça, c'est, là encore, c'est d'une certaine manière une manière de épargner les médias dominants et ce qu'ils ont fait au cours des dernières décennies, de se focaliser uniquement sur le personnage, évidemment, là encore détestable, que représente Zemmour. Ça ne veut pas dire que les médias dominants sont tous fascistes, qu'il faudrait appliquer cette étiquette-là, mais il y a toute une série d'éléments dans ce que font ordinairement les médias dominants qui ont contribué au cours des dernières décennies à la dynamique fasciste, à la montée de l'extrême droite en particulier. Bon, alors quand je dis dynamique fasciste, j'entends d'ailleurs deux choses distinctes. Le plus visible, c'est-à-dire la progression électorale de l'extrême droite, organisée sous forme de parti politique, le FN, devenu RN, après le dernier ravalement de façade. Aussi actuellement, évidemment, le mouvement de Zemmour, Reconquête, dont on ne sait pas encore exactement ce qu'il va devenir, mais qui cherche à concurrencer le RN sur le terrain, on va dire, de l'extrême droite et le terrain électoral. Mais dans la dynamique fasciste, il y a ce qui est peut-être moins visible, à savoir une certaine forme de fascisation qui s'exprime en particulier dans la montée en puissance
d'un État policier qui cible en particulier les exilés, qui cible les minorités, notamment les musulmans et les musulmanes, mais aussi sous des formes différentes qui ciblent de manière toujours plus intense et répressive les mouvements de contestation, notamment les Gilets jaunes, on l'a vu au cours des dernières années, qui ont subi une répression jamais vue pour des mobilisations sociales, en tout cas depuis en France, hein, en tout cas depuis des décennies, que ce soit en termes de blessures, de mutilations, de peines de prison, de garde à vue, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un État fasciste, mais on pourrait discuter sur un plan un peu intellectuel et théorique sur un État en voie de fascisation et un État fasciste. Bon, je laisse ce débat, on pourrait l'avoir à d'autres occasions. Alors, un exemple parmi tant d'autres dans l'actualité, malgré tout, pour illustrer ça, on a vu le ministère de l'Intérieur, donc le cœur même de l'État, envoyer il y a quelques jours le RAID, c'est-à-dire une unité de police, qui a pour mission de lutter contre le crime organisé, le grand banditisme et le terrorisme, contre des militants et des militantes du droit au logement, qui occupaient un immeuble vide pour loger des personnes à la rue. Ça, c'est, malgré tout, je crois qu'on s'est d'une certaine manière habitué à ce genre de choses, mais c'est tout de même assez sidérant et ça dit beaucoup de l'amplification de l'autoritarisme d'État au cours des dernières années. Mais bon, il y a quelques semaines par ailleurs, hein, j'aurais pu donner cet exemple, l'État a aussi envoyé en Guadeloupe des agents du GIGN et du RAID pour rétablir l'ordre, en l'occurrence un ordre à la fois social et colonial. Tout ça pour insister sur le fait que si on veut réfléchir à la manière dont les médias dominants contribuent à la dynamique fasciste, il ne suffit pas de se demander s'ils favorisent ou non, même si c'est un point important évidemment, les partis et les leaders d'extrême droite, ou quel traitement ils proposent de l'extrême droite. Évidemment, donc je dis, c'est une dimension importante du problème, et d'ailleurs par rapport il y a 5 ans, où j'étais intervenu d'ailleurs sur ce thème-là à une journée d'Acrimed, et encore a fortiori par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, où l'extrême droite était relativement peu invitée sur les plateaux. L'une des choses nouvelles de ces dernières années, et il y a des comptages à ce propos, hein, qui ont été d'ailleurs rappelés à l'instant, c'est l'omniprésence et la banalisation des idéologues et autres politiciens d'extrême droite, ou de la droite extrême, et pas simplement sur les chaînes du groupe Bolloré, là encore ça a été dit. Côté banalisation, j'en veux pour preuve également l'interview de Marine Le Pen sur France Inter il y a quelques semaines, interview ahurissante de complaisance, où on lui pose des questions sur son premier chat, sur la première personne qu'elle appellera si elle l'emporte à la prochaine présidentielle. Voilà, donc c'est France Inter, hein, un média considéré comme, je sais pas, proche plutôt de la gauche ou du centre-gauche, etc. Bon. Mais on pourrait aussi évoquer ces entretiens fleuves et hyper complaisants, là encore, proposés par Le Monde avec des écrivains réactionnaires comme Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, etc. Donc là encore, c'est pas simplement CNews, BFM, etc., même si c'est une partie importante du problème, ce sont des médias qui apparaissent beaucoup plus respectables aussi, qui jouent en quelque sorte leur rôle dans la partition généralisée d'extrémisation du paysage politique et médiatique. Et plus généralement, dans la plupart des médias commerciaux, le débat médiatique aujourd'hui, si on généralise un peu à partir de ce qu'on sait, si on peut parler d'ailleurs de débat, bon, mais il s'organise et il se structure autour d'une pseudo-confrontation entre, d'un côté, le néolibéralisme autoritaire sauce Macron, et de l'autre, le néofascisme sauce Zemmour, ou diverses sauces, hein, s'il vous plaît, diverses versions d'idéologie réactionnaire, en sachant qu'il existe manifestement des points de convergence et de points de circulation entre les deux, à travers notamment toute cette constellation qui gravite autour de Blanquer, du printemps républicain, etc. Avec cet effet, par ailleurs, d'occulter très largement dans les médias la gauche, les gauches, les mouvements sociaux, mais aussi de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à les disqualifier, ces mouvements et ces gauches, d'ailleurs à peu près toutes, hein, même des versions les plus inoffensives vis-à-vis de l'ordre social, comme les Verts, hein, comme les écolos sauce Jadot, disons, parce qu'il y a des écolos plus radicaux évidemment. Loin de moi l'idée de réduire l'écologie à Jadot, mais donc voilà, de Jadot jusqu'à l'extrême gauche, ou la gauche révolutionnaire, disons, on voit donc une entreprise de disqualification très profonde au nom du fait que la gauche ou les gauches mettraient en péril la République française, l'identité nationale, la culture, les traditions françaises, vous savez, le sapin de Noël, bon, ce genre de traditions, etc. Le pluralisme, c'est même plus dans les médias, dans la plupart des médias, c'est même plus, comme disait Jean-Luc Godard pour se moquer de la vision journalistique du pluralisme, c'est même plus 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour Hitler, c'est 5 minutes pour les racistes et 5 minutes pour les gens qui détestent les antiracistes. Ce qui, par ailleurs, sont assez souvent les mêmes et qui peuvent intervertir leur rôle, etc. Alors, cela étant dit, il ne suffit pas de scruter la présence de l'extrême droite sur les plateaux, donc je l'ai dit, pour en avoir
finit avec la question de la manière dont les médias dominants contribuent à la dynamique de l'extrême droite et la dynamique fasciste. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut avoir en tête les causes profondes de cette dynamique, en France comme ailleurs, qui ne se résument pas de cette dynamique fasciste. Hein. Les causes ne se résument pas à l'habileté rhétorique de Le Pen, Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen aujourd'hui, ou de Zemmour, à leur stratégie de communication, là encore contrairement à la vision très médiatique de ces choses-là. Même si dans le cas de Zemmour, c'est vrai que son ascension politique aurait été sans doute beaucoup moins rapide s'il n'avait pas eu le concours extrêmement actif et généralisé de la plupart des grands médias, notamment au cours des derniers mois. Mais on pourrait remonter sur les 15 dernières années dans le cas de Zemmour et le rôle de Ruquier, par exemple, ou de ce genre d'émission. La thèse qu'on défend dans notre livre avec Ludivine Bantigny, c'est que la dynamique fasciste, elle ne se comprend pas, évidemment, hors de la crise sociale, c'est-à-dire de crise sociale qui est le produit de cette entreprise néolibérale de destruction délibérée, planifiée, des conquêtes sociales, des solidarités collectives, et qui a eu pour effet politique à moyen et long terme d'affaiblir très profondément les partis dominants, qui ont mené ces politiques de destruction. Évidemment, le PS, qui a quasiment complètement disparu. En tout cas, peut-être l'acte de disparition arrivera dans quelques semaines, à voir. Bon, je ne suis pas sûr qu'on en soit beaucoup à pleurer si c'est le cas. Mais la crise sociale, à elle seule, qui est un élément important, n'explique pas l'ampleur de la dynamique fasciste en France. Cette dynamique s'est déployée avec l'intensité que l'on connaît, parce que la crise sociale s'est conjuguée à la montée en puissance des idées réactionnaires, racistes, ultra-sécuritaires, non pas tant, je dirais, dans la société dans son ensemble, où les enquêtes montrent que c'est beaucoup plus compliqué et ambivalent que ça, notamment dans la jeunesse ou dans les classes populaires, etc., mais en réalité beaucoup plus parmi les élites politiques, médiatiques, pas toutes, mais en tout cas des franges conséquentes, importantes de ces élites politiques et médiatiques. L'autre élément, c'est que la dynamique fasciste, c'est à la fois le produit donc, de la crise sociale qui se conjugue à cette montée des idées réactionnaires, mais aussi à l'incapacité de la gauche, des mouvements sociaux, à proposer une issue à la crise politique, sociale, environnementale, etc. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut tenir ensemble, et même quelques autres, si on veut comprendre la montée du fascisme. Et c'est sous cet angle que je voudrais développer quelques points pour finir sur le rôle spécifique des médias. En premier lieu, si on pense, comme je viens de dire, que les politiques néolibérales ont eu un rôle absolument central dans la renaissance au début des années 80 et le développement de l'extrême droite, il apparaît que les médias dominants sont évidemment loin d'être extérieurs à la montée du fascisme, dans la mesure où ces médias n'ont cessé de justifier ces politiques et même d'appeler sans cesse, notamment par la voix des éditocrates que l'on connaît, Barbier ou d'autres, Apathy, voilà, des gens qui peuvent y compris être aujourd'hui anti-Zemmour, mais bon, qui n'ont pas cessé d'appeler sans cesse à aller plus loin dans la case des conquêtes sociales, réputées aujourd'hui archaïques à l'ère de la mondialisation triomphante, etc. Bon. Tout le travail idéologique des médias dominants, a consisté à rétrécir progressivement et extrêmement, en quelque sorte, le périmètre des politiques envisageables, possibles, en excluant évidemment toute possibilité de rupture avec l'orthodoxie néolibérale, c'est-à-dire de rupture avec les politiques pro-patronales. Plus encore, le travail d'Acrimed a montré, notamment dans son dernier livre, qui est paru il y a quelques mois, qu'à l'occasion de chaque mouvement social, s'opposant à des contre-réformes néolibérales, notamment 2003 contre la réforme des retraites Fillon, désolé de faire le vieux, 2006 contre le contrat première embauche, 2010 contre la réforme Sarkozy des retraites, 2016 contre la loi travail. Bon, à chaque occasion, les médias dominants, et notamment ces éditocrates que je viens d'évoquer, ont cherché à mobiliser, eux aussi, mais à mobiliser ce qu'ils nomment l'opinion publique contre les mobilisations sociales, contre les syndicats combatifs en particulier, que les médias dominants n'ont pas cessé de brocarder au cours des dernières décennies. Et ce faisant, les médias ont contribué à la désespérance, à la désorientation, à la démobilisation politique d'une partie importante de la population, en particulier d'une partie des classes populaires, qui étaient, justement, on le sait, au début des années 80, des classes plutôt mobilisées, organisées collectivement, etc. Alors il y a toute une série de processus sociaux qui ont abouti à l'affaiblissement des organisations populaires, des organisations syndicales en particulier, la désindustrialisation, la précarisation, la montée du chômage de masse, etc. sont des éléments, mais les médias ont joué également leur rôle. Excusez-moi.
Et donc, ce faisant, donc, les médias ont contribué à la démobilisation des classes populaires, ce qui a pu alimenter l'adhésion à l'idée, dans une partie de la population, à l'idée défendue par l'extrême droite, que finalement, il n'est pas possible de maintenir les conquêtes sociales pour tout le monde. Donc il faut en quelque sorte réserver le modèle social français aux Français, c'est-à-dire dans l'esprit de l'extrême droite aux vrais Français, c'est-à-dire en fait aux Français dits de souche, c'est-à-dire aux Français d'origine européenne ou simplement qui n'ont aucune origine immigrée. Donc en exclure les immigrés, mais aussi ça a pu alimenter l'idée que de toute façon on ne peut pas espérer des améliorations de son sort par l'organisation collective, par la mobilisation notamment syndicale, etc. On voit aussi ainsi combien la contribution des médias dominants au succès d'extrême droite ne se limite pas au fait de tendre le micro à ses leaders ou à faire la promotion de telle ou telle idée d'extrême droite. Et il faut souligner que certains médias de centre-gauche n'ont pas été en reste dans la promotion d'une version à peine gauchisée du néolibéralisme à partir des années 80, Libération dans les années 80, très fervents néolibéraux à l'époque, Le Monde également à l'époque, hein, et encore aujourd'hui d'ailleurs en grande partie pour l'essentiel, Le Nouvel Obs, etc. Bon. Alors un deuxième grand aspect du problème, je vais essayer de pas être trop long parce que je vois Pauline qui me fait les gros yeux, c'est le fait que, donc je vais aller vite, hein, mais c'est le fait que les grands médias ont eu un rôle dans la banalisation et la légitimation des idées qui elles, sont clairement, font clairement le lit de l'extrême droite, donc je l'ai dit, des idées autoritaires, xénophobes, racistes. L'un des aspects les plus visibles sans doute, c'est la manière dont les médias dominants ont joué presque unanimement, avec des tonalités assez diverses bien sûr, hein, des émissions de débat ou de pseudo-débat, des reportages sur les faits divers, des émissions sans cesse sur les chaînes de la TNT justement où on suit des flics en train de chercher des délinquants, etc. Bon. On jouait donc presque unanimement une partition sécuritaire au cours des dernières décennies, sans qu'il y ait d'ailleurs besoin d'un quelconque chef d'orchestre. Et donc on a vu un certain récit se développer, à savoir le récit d'une explosion des violences, de la délinquance, qui va à milieu d'ailleurs des enquêtes qui sont menées par les sociologues spécialistes de ces questions, qui montrent que les évolutions de la délinquance sont beaucoup plus nuancées, etc. Tout ça permettant en retour de justifier une accumulation de lois sécuritaires, un quadrillage policier toujours plus important des quartiers populaires et d'immigration, pour justifier des régressions des droits et des libertés, justifier des violences policières presque toujours impunies, etc. Un autre aspect au moins aussi visible du problème, sans doute, c'est la manière dont les médias ont contribué à une diabolisation de l'islam et des musulmans, des musulmanes. Alors dans l'actualité, on a évidemment plein d'exemples, hein, le reportage de Zone Interdite à Roubaix, on pourrait revenir à l'automne 2019, où on avait vu, alors là, il y avait eu un festival de déclarations islamophobes, on avait vu je ne sais pas ce qu'il est devenu ce gars, j'ai oublié son nom, un présentateur sur LCI qui avait comparé le hijab, le foulard islamique, à un uniforme nazi. On avait vu Yves Tréhard, un vieux briscard de la droite réac des médias, dire que quand une femme voilée rentre dans un bus, il en sort, parce qu'il ne veut pas être en contact avec une femme qui porte un foulard. Bon, imaginons tout ça, on voit bien que tout ça a quelque chose à voir avec le type de racisme qui s'est développé dans l'entre-deux-guerres, et qu'il y a nécessité de repenser ça à l'aune de cette histoire-là. Bon. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, à cette banalité de propos racistes à l'égard des musulmans et des musulmanes, il faudrait, comme l'a fait par exemple quelqu'un comme Thomas Delton dans un livre sur l'islamophobie médiatique, il faudrait revenir sur les années 80 et 90, durant lesquelles l'islam a été progressivement construit comme une menace pour l'Occident, et les musulmans et les musulmanes comme une potentielle cinquième colonne refusant de s'intégrer, aujourd'hui on dit de s'assimiler, c'est-à-dire en fait de se faire aussi petit que possible, hein, de faire disparaître autant que possible tout trait culturel ou religieux qui se rapprocherait de près ou de très loin d'ailleurs parfois à l'islam. Et donc il faudrait revenir par ailleurs aussi sur la succession de ce qu'on a appelé les affaires du voile dès les années 80, à la fin des années 80, la soi-disant affaire de Creil, du nom d'un établissement, d'une ville dans laquelle il y avait eu une affaire dite du foulard, etc., et où les médias avaient commencé à ce travail en collaboration, évidemment conjointement avec une série d'hommes politiques de l'époque. Bon. Et donc et revenir sur le rôle qu'ont joué des intellectuels médiatiques qui n'apparaissaient pas comme d'extrême droite, aujourd'hui on pourrait discuter, hein, pour quelqu'un comme Anna Finkielkraut par exemple, mais qui ont bâti dès cette époque-là une forme de racisme respectable consistant à imputer aux musulmans et aux musulmanes une forme justement de communautarisme, aujourd'hui on dit de séparatisme, c'est-à-dire un refus de se mêler aux autres, alors même que l'on sait par de nombreuses enquêtes que les musulmans et les musulmanes dans la société française font l'objet de discriminations systémiques sur le marché du travail, sur le marché du logement, etc., qui permettent de comprendre justement les formes d'exclusion dont ils sont l'objet, et non pas en termes de communautarisme et donc en quelque sorte de choix communautaire, etc., mais comme une contrainte qui est subie en grande partie.
Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Je vais juste simplement conclure pour insister sur le fait que la situation politique en France et ailleurs, malheureusement, on ne développe pas à l'international, mais il y aurait beaucoup à dire, nous impose la nécessité, c'est un mot un peu plus politique, enfin le reste était un peu politique aussi je crois, mais nous impose la nécessité d'une renaissance de l'antifascisme, et la question se pose à nous tous et toutes, et à tous les mouvements, aux syndicats, donc pas simplement aux collectifs antifascistes. Je veux dire, c'est important que les collectifs antifascistes se développent, mais elle se pose aux syndicats. Il y avait une journée à la CGT il y a 2-3 jours, elle se pose aux médias indépendants, elle se pose à des associations comme Acrimed, et c'est vraiment excellent que Acrimed ait pris l'initiative de cette journée, parce que on voit bien que, bon, c'est le titre de notre bouquin avec Olivier, mais la menace fasciste, malheureusement, ou néo-fasciste si on veut, se rapproche, que se banalisent des discours qui aboutissent à rendre respectable quelqu'un comme Marine Le Pen, bon, aujourd'hui. Donc voilà, on a nécessité de travailler les uns les autres. Alors je suis désolé, moi je ne vois pas le chat. Où on se situe d'un point de vue social. Ou le chat s'est bloqué il y a 10 minutes. Revivre l'antifascisme dans tous les cadres possibles et à faire revivre ici à Acrimed, par exemple, une critique radicale des médias qui inclut l'extrême droite et qui inclut tout ce qui fait le lit de l'extrême droite. Voilà. Désolé, j'étais un peu long. Je m'excuse. Alors j'espère que le chat fonctionne. Moi je ne le vois pas, je suis désolé. Et donc là, c'est le troisième intervenant, sociologue. J'arrive un peu à la fin, donc il y a pas mal de choses qui ont été dites. Et je vais un peu me situer dans le prolongement de ce que vient de dire Hugo. Mais d'abord, je voudrais remercier les organisatrices et organisateurs de cette séance, cette réunion, de m'avoir donc invité à présenter un peu des analyses à la fois anciennes et un peu plus récentes sur le populisme et sur le Front National, entre autres. Enfin, voilà. Avec, j'ai en fait en tête trois grandes idées. La première, c'est que à la suite d'Orwell, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui nous disait si les fascistes reviennent, ils ne reviendront pas avec le crâne rasé et la croix gammée, ils reviendront avec le chapeau melon et le parapluie bien roulé sous le bras. Donc ça, c'est nous obliger à regarder, bon, peut-être, comme le suggérait Hugo, d'autres acteurs que Zemmour. Bon, par exemple, pour comprendre la réussite, puisque c'est ça ce qui va me préoccuper là, la réussite d'idées hier inacceptables et qui sont maintenant admises, qui apparaissent évidentes, à etc. Donc il y a sans doute des acteurs que l'on voit moins, qui ne sont peut-être pas liés à l'extrême droite, et qui pourtant vont contribuer à accréditer en fait ces idées-là. Donc c'est la première idée. La seconde idée, c'est la réussite de l'extrême droite. Elle peut très bien être liée à l'échec de la gauche ou à l'échec de la droite, et pas à la force de l'extrême droite. Elle peut être très très médiocre et pourtant réussir si les autres compétiteurs échouent. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse énormément. Enfin, intellectuellement, j'entends. Sinon, c'est pas drôle du tout. La troisième idée, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin du fascisme? Ça, c'est pour commencer la discussion avec Hugo. Est-ce qu'on a vraiment besoin en fait du fascisme pour qu'une réalité fascistoïde, en tous les cas contraire aux idéaux humanistes de la démocratie, l'ouverture, la tolérance, l'égalité, advienne? À l'heure actuelle, est-ce qu'on a en fait besoin de ça pour que cette réalité arrive? Il y a de fortes chances que non, vu la conjoncture. En tout cas, c'est mon analyse. Donc je vais revenir sur ces idées de manière un peu
un peu différente à partir de 4 points. Donc c'est comment des idées hier inacceptables vont devenir acceptées donc aujourd'hui. Le premier point, c'est que, par exemple, c'est ce qui complique, à mon avis, la lutte contre l'extrême droite et contre ses idées. C'est qu'on n'a pas besoin, en fait, d'adhérer aux idées de l'extrême droite pour contribuer à sa légitimation et à faire avancer, en fait, ses propositions. Je prendrai comme exemple le travail que j'ai pu faire sur le populisme, le Front National et le populisme. Bon voilà, au début des années 80, donc ressurgit sur la scène nationale, ça vous l'avez entendu, hein, on vous l'a répété, le Front National qui était jusque-là très corpusculaire. Donc c'est 83 Dreux, 84 les européennes, 86 les législatives où vous avez 36 élus, Front National, qui sont à l'Assemblée, qui siègent à l'Assemblée. Or, quand vous avez un nouvel acteur qui s'introduit dans un jeu en fait établi, vous avez ce qu'on appelle une effervescence interprétative. Il est qui, il vient d'où, il veut quoi. Et donc, lorsque surgit le Front National, vous avez de multiples interprètes qui se mobilisent, des intellectuels, des hommes politiques, des historiens, des militants qui se mobilisent pour dire attention ou non, avec le Front National, voilà. Et ce qui domine ces premières années, c'est attention, le Front National, c'est du fascisme, c'est le retour des ligues des années 30, c'est Vichy, etc. C'est dangereux. Et d'ailleurs, la preuve, Le Pen a été élu sur des listes d'extrême droite, donc on dit c'est de l'extrême droite ou c'est du poujadisme. À ce moment-là, bon, le poujadisme est vu comme de l'extrême droite. Bon, je pourrais y revenir, mais ça m'amènerait trop loin. Bref. Donc voilà ce qui domine dans les interprétations. Or, vous avez un groupe d'interprètes qui a bâti sa notoriété sur la critique de l'existence de fascisme en France. Ce sont des historiens qu'on peut appeler du temps présent, c'est-à-dire qui ont travaillé sur les années 30 et sur Vichy, et qui ont fait de l'analyse de l'inexistence du fascisme en France leur marque historiographique contre des travaux qui pouvaient venir des États-Unis ou d'Israël. Je pense par exemple à Ziou Sternel qui va montrer que l'idéologie fasciste naît en France. Je pense à Paxton qui montre qu'à Vichy, la politique antisémite avait été autonome et pas du tout soumise donc à l'occupant. Bref. Donc voilà, vous avez des historiens qui au même moment voient leurs propres enjeux se politiser. Vous avez une multiplication en fait des procès, donc au même moment à la fin des années 70, sur des hauts fonctionnaires de Vichy. Donc ils sont prêts à se mobiliser et ils vont se mobiliser en disant attention, on n'a pas affaire à du fascisme, on n'a pas affaire à cette droite ancienne, vichysoise, etc. On a affaire à du populisme. C'est-à-dire une nouvelle droite, un peu radicale, mais pas dangereuse. D'ailleurs, on peut en faire l'affiliation, et on peut voir que dans ses précédents, il y a Boulanger, donc au XIXe siècle, il y a Pierre Poujade dans les années 50, donc on est plutôt rassuré, si l'on peut dire, parce que ces deux leaders sont des leaders, si l'on peut dire, calamiteux, qui ne sont pas réputés pour leur grande intelligence, qui n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Donc avec Le Pen, il n'y aurait pas trop de danger à le voir comme ça. Et d'ailleurs, vous avez des débats. Donc voilà, c'est du populisme. Et eux, donc ces historiens, dans les années 80 et début des 90, vont situer donc cette filiation populiste du parti Le Pen par rapport au fascisme, pour dire ce n'en est pas. Donc on voit bien, là, ça n'a rien à voir avec le Front National, avec la réalité frontiste. Ça a tout à voir avec des préoccupations professionnelles de défense
d'un point de vue sans qu'il y ait eu enquête, sans que ces historiens aient fait enquête sur le Front National. Arrivent les présidentielles de 95, où là, le score du Front National augmente, et vous avez des sondages qui sortent à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on commence à dire, oui, c'est vraiment en fait du populisme. La preuve, c'est que les classes populaires soutiennent le Front National. 33% des chômeurs, 30% des ouvriers, 27% des employés ont voté Jean-Marie Le Pen. Bon, je ne prolonge pas là-dessus parce que c'est à tort, c'est à tort. On pourra en parler après si vous voulez, mais là, ce qui m'intéresse, c'est cette nouvelle interprétation. Oui, c'est du populisme qui repose sur le soutien des classes populaires, mais on commence à changer la signification de ce populisme. Le populisme là, du Front National est situé par rapport à la démocratie. Donc d'accord, c'est pas du fascisme, c'est de la droite radicale. Mais elle commence à être très dangereuse. Et pourquoi? Parce qu'elle est trop démocratique. Trop démocratique, elle veut redonner trop de place au peuple. Et c'est cette idée-là qui va être très progressivement reprise et travaillée. Il faut lutter contre les excès de la démocratie. Bon, voilà, le peuple n'est pas... Donc les classes populaires sont incultes, simplistes. Elles suivent les idées xénophobes du leader Jean-Marie Le Pen, où elles sont subjuguées par son charisme. Bon, bref, voilà. À l'heure actuelle, on est sur cette idée-là. Vous avez de nouvelles, c'est pour ça que c'est compliqué, vous avez de nouvelles étiquettes pour qualifier en fait des régimes qui sont des étiquettes un peu hybrides. On parle à propos de Orban de la démocratie illibérale. Bon, une appellation un peu étrange quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie sans la liberté? Bon. Ou d'un autoritarisme compétitif. Bon, c'est pareil, l'autoritarisme, normalement, c'est dur, mais non. Donc, là, c'est pour vous dire que la démocratie, à l'heure actuelle, n'est plus, comme on le disait en sciences politiques, le seul jeu qui se joue en ville, c'est-à-dire le seul régime auquel on peut croire. Maintenant, vous avez d'autres régimes possibles. Et donc, on peut imaginer, en fait, une démocratie autoritaire. C'est-à-dire où le principe de légitimation des élus ne serait plus fondé sur le vote, les élections, la mobilisation populaire, surtout qu'elle est très attaquée à l'heure actuelle, les mobilisations, etc. Ça tourne à la violence, les casseurs, bien. Donc, il faut lutter en fait contre ça et essayer de proposer en fait une démocratie réservée aux happy few, à quelques-uns qui auraient la compétence pour faire advenir des politiques sérieuses. Donc là, on voit bien comment ces discussions qui ne sont pas essentiellement en fait portées par l'extrême droite. Ce sont des discussions qui, on retrouve des choses dans des articles scientifiques sur les démocraties libérales, qui ne sont pas si dangereuses que ça, sur le Rassemblement national, qui n'est pas si dangereux que ça. Alors surtout maintenant avec la comparaison avec Zemmour. Bon, bien sûr, l'un d'entre vous le disait, du coup, Marine Le Pen, elle semble vraiment de gauche, là, plutôt, voilà, ça participe à remettre en cause des croyances, des croyances que l'on avait, que la démocratie était le seul régime possible. Non. Et donc, les propositions de l'extrême droite, et pourquoi pas donc ça, c'était le premier point sur... on n'a pas besoin, en fait, d'adhérer aux idéaux... réactionnaires, fascistoïdes, pour faire advenir des réalités qui peuvent contrevenir à la démocratie. Ça, vous l'avez aussi en tête avec des travaux qui ont porté sur le nazisme, par exemple, comment Hitler, par exemple, va être soutenu non pas, alors bien sûr, par ses milices, etc., mais c'est pas elle
qui le font de devenir important, hein, c'est le ralliement en fait des élites patronales. Hein, et pas du tout parce que ces élites sont subjuguées par son charisme, bien au contraire. Elles le trouvent très médiocre, vraiment très médiocre. Justement, c'est au nom de sa médiocrité qu'elles pensent le tenir en le faisant accéder au pouvoir. Elles vont avoir tort, jamais faire ça. Hein. Jamais donner du pouvoir à un médiocre, il en acquiert très vite après. Hein. Donc voilà, donc ça on le sait, hein, c'est une loi de l'histoire. Hein. Pas besoin d'être des militants de la cause pour faire advenir cette cause. Le deuxième point, c'est ce qui est important donc du coup à analyser, c'est les représentations qui sont attachées à l'extrême droite, qui peuvent varier dans le cours du temps. Je vous l'ai dit avec le populisme, fascisme, non, c'est du populisme trop démocratique. Bon, donc ça peut changer, mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces représentations font changer le crédit attaché au Front National et Rassemblement National. En lui donnant cette étiquette, en le qualifiant en fait de populisme, on lui donne une légitimité, certes encore un peu bancale, mais on la hausse par rapport à l'étiquette de fascisme. C'est beaucoup plus jouable de se voir en fait qualifié de populisme que de fascisme. Hein. Donc on voit comment ça contribue en fait à sa légitimité. Il devient, le Rassemblement en fait national dans les années 90 devient un parti comme les autres, qu'on peut inviter sur les plateaux, avec qui on peut en fait discuter. C'est normal, il a des voix, il a des électeurs. Bon, donc on peut l'inviter, on peut parler. Alors qu'au tout début, il y a eu des controverses extrêmement vivaces sur est-ce qu'il faut les inviter ou pas. Très vite, ça passe. Hein. Donc ça contribue en fait à la légitimation du parti, surtout que ces représentations attachées au Rassemblement national vont le positionner comme adversaire central. Adversaire central autour duquel il faut s'organiser et lutter. C'est-à-dire que sans que Jean-Marie Le Pen ne fasse quoi que ce soit, il acquiert une importance dans le jeu politique extrêmement forte. Avoir la position de l'adversaire central, c'est extrêmement important. Hein. Chirac, grand professionnel sous l'éternel, disait peu importe l'image qui vous est accolée, le principal, c'est d'avoir une image. Là, le Rassemblement national, d'emblée, c'est l'adversaire central. Ça va avoir des effets extrêmement importants. Bon, parce que vous allez avoir des compétiteurs politiques à droite et à gauche qui vont se dire il est en train de monter, il faudrait peut-être récupérer ses électeurs. Et pour récupérer ses électeurs, il faut peut-être prendre une ou deux de ses idées. Hein. C'est Pasqua qui le dit très clairement dans les années 80, l'immigration, on la capte, c'est pour nous. Hein. La sécurité, l'insécurité, bon, plutôt l'insécurité, on peut la travailler. Donc voilà. Bon. Alors ça peut nous sembler évident en fait que cette droite récupère des idées de l'extrême droite, à tort, hein, à tort. À tort parce qu'il a fallu tout un travail invisible, celui-ci, de clubs. Bon, par exemple, le Club de l'Horloge, le Grèce a été cité, bon voilà, des lieux neutres où se rencontrent des hauts fonctionnaires, des acteurs politiques, où ils parlent, ils échangent des idées et qui contribuent à les conforter. Hein. Donc voilà, bon, admettons que ça soit un peu plus facile pour la droite, alors ça continue avec Sarkozy, hein. Bon voilà, donc on continue sur l'insécurité, on est proche de la police, donc bien. Mais la gauche va assez vite aussi, dans les années 90, via l'entourage de Jospin, s'intéresser à l'insécurité, au sentiment d'insécurité.
et dire, au nom des classes populaires qui vivent dans des conditions assez dégradées et qui ont le sentiment de ne plus être protégées, il faut que la gauche intervienne. Et donc, cette notion de la sécurité va être prise à gauche. Et donc, elle va faire très progressivement, en fait, un consensus. On ne se pose plus la question de est-ce qu'il faut établir des formes de sécurité. Ça va de soi. Il faut plus de policiers. Après, ça va être sous quelle forme. Bon, il va y avoir des petites différences. Mais en tous les cas, ce thème-là va s'imposer dans les débats. Et c'est ce qu'on voit encore à l'heure actuelle. Donc là aussi, la position de l'adversaire central, les compétiteurs autour qui se disent il faut capter des voix et qui vont du coup reprendre à leur compte des idées qui hier étaient des marqueurs à l'extrême droite et qui n'en sont plus. Une des grandes réussites de l'extrême droite, ça va être de faire accepter, c'est ce qui a déjà été dit, un nouveau clivage et de l'associer, de le voir associé en fait au thème de l'insécurité. Ce nouveau clivage, c'est entre les nationaux et les étrangers. Entre les nationaux et les immigrés, il y a une différence forte. Voilà, cette question ne se posait pas dans les années 70, elle se pose maintenant, elle est devenue même évidente, bien sûr. Les étrangers, voilà, ça pose toute une série de problèmes. Voilà. L'immigration est un problème. Ça s'est imposé aussi très très progressivement. Et d'accord, j'accélère, donc je fais juste mon le quatrième point, je passe sur le troisième. Dommage. Et par contre, vous avez le travail de l'extrême droite. Bon, quand même, elle travaille à sa propre réussite. Mais peut-être pas de la manière dont on l'imagine. Bon, par exemple, ce qui a fait réussir le parti de Jean-Marie Le Pen, ce qui pose d'ailleurs à mon avis un problème à sa fille, c'est le scandale. Il a sans arrêt en fait créé de scandale avec ces petits mots, le Durafour crématoire, ce genre de trucs. On a pris ça, et les journalistes ont pris ça pour des dérapages. C'est pas des dérapages, c'est de véritables stratégies de scandalisation. Lorsqu'il dit ça, vous avez l'ensemble des observateurs et des interprètes qui se mobilisent pour créer leur indignation, à juste titre. C'est la stratégie que réemploie Zemmour, mais pas la fille. Zemmour fait ça sur Vichy, sur les Juifs, voilà, et tout le monde se mobilise à juste titre. Mais du coup, ça le rend de plus en plus visible. Et on pense que c'est un acteur central, alors qu'on en sait pour le moment strictement rien. Strictement rien. Le dernier point, propre en fait au Front National et à cette extrême droite, c'est, je pense, qu'elle nous prend à nos propres croyances. Elle nous prend au piège de nos propres croyances. C'est-à-dire que vous avez affaire à une extrême droite qui maîtrise très bien le double langage. On dit quelque chose, mais en fait on pense nettement plus fort. J'ai une collègue qui a travaillé sur une séance de formation de militants frontistes dans les années 90, donc ça remonte un petit peu, mais ça continue encore, où on leur apprenait à changer leur vocabulaire, et ne plus dire il faut foutre la bougnoule à la mer, mais il faut accompagner l'étranger à la frontière. Voilà. Et en même temps, les militants entendent il faut foutre la bougnoule à la mer. Mais voilà, c'est plus soft, etc. Et du coup, les commentateurs vont se dire le Front National a changé, il s'est notabilisé. Alors c'est la même chose avec Marine Le Pen. Voilà. Alors il y a des entretiens, ça a déjà été dit, mais il y a des entretiens de journalistes qui la comparent au père. Et donc à son père, qui n'était pas réputé rigolo quand même. Et donc les journalistes disent c'est plus cool avec elle, elle est sympa et tout. Et une autre collègue donc, a travaillé sur les commentaires journalistiques, ce qu'elle appelle les commentaires harlequins. Voilà, alors
votre compagnon, comment ça se passe, votre chat, les enfants, les problèmes, etc. Tout en oubliant qu'on a affaire quand même à une leader, qui a une force idéologique extrêmement forte. Hein. C'est pas une jeunette. Hein. C'est une vieille militante qui connaît très bien le Front National et qui en maîtrise les enjeux, notamment les enjeux idéologiques. Hein. Il faut pas... Donc ça, c'était pour vous dire aussi que voilà, on risque d'être pris, et les commentateurs sont pris à leurs propres croyances. Ils prennent au pied de la lettre le langage qui est tenu ou la rhétorique. Or, la rhétorique, c'est une stratégie. C'est une stratégie. On se distingue des autres, on a en tête qu'on est vu de cette manière-là et qu'il faut un peu en changer. Il faut vraiment en fait travailler sur cette question-là. Et donc, voilà, c'était un peu les 3 points, j'en aurais d'autres, mais tant pis. Merci à vous. À tous les 3, alors on a quelques minutes pour prendre une série de questions. Je ne sais pas. Ouais, Daniel arrive en courant. Oui, alors je voulais dire 2 ou 3 choses, comme ça j'essaie d'être bref. Je pense d'abord que bon, c'est bien de faire le point sur le Front National et les extrêmes droites, les Zemmour et compagnie, en revenant effectivement à partir des années 70. Mais je pense que si en même temps on ne se réfère pas aux responsabilités des gauches, politiques et syndicales, et en particulier à partir du tournant de la rigueur de Mitterrand, ou bien par exemple, je me souviens, on l'a rappelé tout à l'heure, mais dans les années 70, quand la CFDT, qui n'était plus la CFDT lutte de classe de 68, faisait une émission avec Yves Montand pendant 3 heures pour nous vanter les bienfaits du libéralisme. Bon voilà, ça c'est la gauche, hein, c'est le PS principalement, mais pas que d'ailleurs. Et donc, je crois qu'il faut prendre ça en compte. La deuxième chose que je voulais dire, ça concerne l'extrême droite et Macron aujourd'hui. Bon, moi j'ai un ami qui est un ex-Mao, moi je suis plutôt un ancien trotskiste. Qui sont le début des mesures fascistes. Hein. C'est le début, parfois ça va même assez loin. Quand on prend la question des migrants, hein, à la frontière à Nice, là, ou dans la Roya, ou quand on prend Grenoble, ce qui se passe là, avec les opérations Génération Identitaire, bon, Macron est très cool avec ces gens-là, et pas avec l'extrême gauche évidemment. Donc, mais aussi bien sur la casse de toutes les situations sociales, les conquêtes sociales depuis 1936-45, voilà, ça c'est aussi le début du programme fasciste. Il y a un aspect économique et on peut prendre sur toutes les questions. Hein. Donc voilà, j'arrête là-dessus. Je pense que ça manque, comment dire, dans le débat aujourd'hui. Parce que je pense que c'est... je suis là. Oui, j'aurais 2 questions, parce que pour moi, en fait, tout ça, ça vient de loin. En fait, c'est une dérive qui n'est pas à l'œuvre seulement depuis Macron, c'est bien avant. Mais par rapport aux médias, je me questionne sur 2 choses un peu bébêtes, mais par exemple, BFM, je comprends pas. Moi, à chaque fois que je me balade en France, un peu partout, c'est dans tous les cafés. C'est en permanence. Est-ce qu'ils payent les mecs pour pouvoir mettre leur truc en boucle, ou c'est les gens qui d'eux-mêmes, je sais pas, se mettent ça, même chez le médecin, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est assez hallucinant quand même.
Deuxième question, c'est par rapport à cette dérive sur le discours sécuritaire. Moi, je me rappelle très bien, juste avant 2002, même France Inter faisait de la fausse info qui était juste de donner tous les matins un fait divers odieux. Alors moi, nous, à l'époque, j'étais dans un milieu libertaire, on a beaucoup communiqué là-dessus parce qu'on s'est dit, mais c'est hallucinant comme discours. C'était quoi leur besoin à ces médias, les médias mainstream, qui bien pensants et tout ce qu'on veut, de faire ce jeu-là? Enfin, moi, je me questionne encore maintenant. C'était quoi ce besoin? Et c'est encore maintenant, c'est tout le temps de faire ce jeu de tout le temps dire oui, il y a de l'insécurité alors que c'est faux, parce que tous les sociologues vont vous dire que c'est pas vrai, mais il y a des chiffres pour dire que c'est pas vrai, mais pourquoi est-ce qu'ils le serinent en permanence? C'est quoi leur justificatif? Il y a des gens qui leur disent, ou c'est eux-mêmes tout seuls? Enfin, mon petit Bourdieu, on s'auto-censure et on fait aussi... Mais je comprends pas quand même cette... voilà. Bonjour. Je tenais en préambule à préciser que je suis un très vieux militant d'Acrimed, vu que je vais faire une petite critique et vous poser une question en même temps. Voilà, et un militant libertaire. Il a été dit plusieurs choses dans cette table ronde et dans la table ronde précédente, notamment par exemple sur le plutôt Hitler que Blum, ou plutôt, comme vous l'avez dit, plutôt Zemmour que Mélenchon. Le problème dans cet ordre-là, c'est que moi je vais revenir sur un point qui m'a un peu crispé à l'époque où j'étais chez Acrimed. C'est le point que je pense, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, en fait, c'est que il y a derrière une véritable idéologie économique, alors certains l'appellent libérale, néolibérale, enfin capitaliste, et elle se met à l'œuvre de la manière suivante. Je me souviens au moment où iTélé a été revendu à Bolloré et est devenu CNews, les syndicats de journalistes, je précise que j'ai été journaliste, les syndicats de journalistes et Acrimed ont pris la défense, ou en tout cas ont soutenu les collectifs de journalistes qui râlaient, voilà. Il y a 120 journalistes, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 120 à peu près, qui sont partis. Voilà, et qui sont partis pour aller se recaser dans d'autres médias d'information permanente, qui ne sont pas des médias d'information permanente, comme tu l'as dit, Samuel, qui sont effectivement des lieux de... C'est le café du commerce médiatisé, on met une caméra et puis voilà. Et donc, en fait, je ne comprends pas. C'est ce que je disais à l'époque, quand on avait des discussions chez Acrimed, c'était de dire, c'est des gens qui nous vendent du libéralisme à longueur d'antenne depuis des années, et quand ça s'applique à eux, ils viennent chouiner. Bah, je suis désolé, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, donc, et moralité de l'histoire, effectivement, ils ont été se recaser ailleurs. iTélé a continué d'exister et s'est transformé en CNews. Et CNews, ça devient ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le principal chose que sur lequel je voudrais avoir votre sentiment, c'est que le capital, il se fout totalement de savoir... pour la poursuite de son action et pour la poursuite de son œuvre, voilà, il préférera toujours le fascisme à des mouvements anti-autoritaires ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il faut, notamment dans cette critique des médias qu'il y a chez Acrimed et qu'il y a un petit peu dans plein d'autres domaines, avoir toujours à l'esprit que il faut lutter contre le capital, lutter aussi contre l'État, parce qu'on ne va pas revenir sur les aides à la presse, et ça serait un peu compliqué, mais avoir votre sentiment là-dessus, c'est-à-dire que s'il y a ce développement de l'extrême droite et des idées fascistes en France, c'est aussi parce que le capital les accepte très bien, et qu'on est, comme Acrimed le dit, je finis juste là-dessus, dans un paysage médiatique où 95% des médias sont tenus par des milliardaires. On va répondre déjà à cette première série de questions, et puis on reviendra. Qui veut répondre? Non, vas-y. Si, je vais dire deux mots. Bon, sur les premières questions, je ne suis pas en désaccord sur le rôle des gauches, d'ailleurs j'en ai dit quelques mots, mais je dirais que ce n'est pas franchement l'objet central du débat, de la table ronde, donc c'est pour ça que ça n'a pas été au cœur. Là, disons, l'idée, c'est de réfléchir sur le rôle spécifique que jouent les médias, ou qu'ont joué les médias dans la progression de l'extrême droite, de la dynamique fasciste, etc.
On peut discuter de tas de questions dans d'autres arènes et entre nous, après, comme vous voulez. Là, voilà, le thème de la table ronde, c'était de creuser cet aspect-là, qui est pas l'aspect, par exemple, moi dans mes propres travaux, je ne l'ai pas creusé. Donc c'est pas forcément l'aspect qu'on a le plus en tête, nécessairement. Bon, après, c'est Macron qui fait le job de l'extrême droite, le début des mesures. Bon, je dirais peut-être pas exactement les choses comme ça, mais c'est plus ou moins ce que je disais sur le fait qu'il y a un État policier qui monte en puissance depuis des années, un État raciste, etc., bon, sous plein d'aspects. Je ne crois pas qu'il y ait de désaccord foncièrement là-dessus. Sur deux autres choses, c'est quoi le besoin des médias mainstream de faire le jeu des faits divers, de l'insécurité, etc. Bon, c'est l'audimat, c'est ce qui a été dit, c'est la circulation circulaire de l'information, le fait que les journalistes sont les meilleurs consommateurs et les plus gros consommateurs de ce qui se fait dans le reste de la presse, et passent leur temps à se dire si d'autres traitent ce truc et que nous on le traite pas, on va être à la ramasse, et donc on va perdre en audience, etc. Et donc France Inter embauché le gars de Figaro Vox, comment il s'appelle, Del Vecchio, j'arrive pas à écouter ce type, voilà, Alexandre Del Vecchio. Pourquoi chaque chaîne veut son réactionnaire pour avoir sa part dans ce marché-là. C'est une pure question effectivement de marché et de alors de capital dans le cadre de France Inter, etc. C'est une chaîne publique, mais malgré tout, ils veulent se placer, ils veulent être premiers sur l'audience, etc. Et donc, de fait, c'est cette loi qui règle ce genre de problème. Et sur les faits divers, effectivement, les faits divers, ça fait vendre, ça attire l'œil, ça attire l'oreille, voilà, bon. Alors sur la question plus épineuse, la dernière, enfin, elle n'est pas forcément épineuse parce que lutter contre le capital pour lutter contre le fascisme, je crois que je ne suis pas en désaccord avec cette idée-là, je l'ai assez dit sur tous les tons, donc je ne crois pas que là encore il y ait de désaccord. Sur la question par contre de la grève chez iTélé, je n'ai pas suivi ça de près, mais en fait, il y a quand même une question qui se pose dans les grèves qui se jouent dans le secteur médiatique, c'est qu'il y a des hiérarchies dans les rédactions. Il y a beaucoup de précaires, il y a ceux pour qui, tout simplement, la question se pose de simplement perdre leurs moyens de bouffer, etc. Donc ils peuvent être amenés à faire grève, on peut être amené à les soutenir et à soutenir les syndicats de journalistes qui appellent à une grève dans tel ou tel média, évidemment sans cautionner en rien la ligne du média en question. Après voilà, donc je sais pas exactement qui dans la rédaction de iTélé avait fait grève, si c'était des gros bonnets entre guillemets du paysage médiatique ou non. Et donc, parce que vous dites c'est des gens qui nous balancent du néolibéralisme à longueur d'antenne. Je ne crois pas que que la totalité des journalistes, et notamment des journalistes précaires qui se prennent la précarité organisée, planifiée par les néolibéraux depuis 4 décennies, sont foncièrement des idéologues néolibéraux. Je pense qu'en grande partie, ils subissent les évolutions idéologiques et organisationnelles du capital investi dans les médias, etc. Donc voilà, je pense que la question est quand même assez complexe et qu'on ne peut pas simplement la régler en disant c'est des salauds, ils nous balancent du néolibéralisme à longueur d'antenne, donc on va les soutenir quand ils font grève. Il faudrait regarder précisément qui fait grève, etc. La grève qu'il y a eu à Radio France il y a quelques temps aussi méritait d'être soutenue. On l'a soutenue parce que par plein d'aspects, elle était la grève, non pas des grands journalistes dominants qui sont effectivement détestables et qui détestent d'ailleurs la gauche qui n'a pas renoncé à changer la société, Salamé, etc. Bon, mais des gens pour qui voilà, c'est leur job depuis des décennies, qui font des techniciens, bon, y compris des journalistes qui font bien leur boulot. Bon. Voilà, donc je pense que c'est un brin plus compliqué que ça, et que c'est avec ce type de difficultés quand j'étais à Climed aussi, qu'on se coltinait par rapport à se définir, se positionner par rapport à ces mouvements sociaux dans les médias. Voilà, mais c'est un peu loin du thème du débat, désolé. Samuel ? Oui, rapidement, parce que en gros, je suis d'accord avec Hugo, je vais juste dire qu'effectivement, dans mon propre exposé, je n'ai pas du tout abordé les questions de concurrence, le fait que ces médias sont dans un système de concurrence, enfin, une certaine concurrence, on va dire, et donc les phénomènes d'audience qui poussent à la surenchère permanente, y compris dans les idées d'extrême droite et dans les idées les plus nauséabondes. Sur la question des grévistes d'ITélé, moi juste sur ma pratique quotidienne, quand je critique assez vertement ce que je vois à la télé, souvent je fais attention à ne pas nommer le journaliste de base, le reporter de base. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions il travaille, quel est son statut,
quelle est la hiérarchie au-dessus, comment on a coupé son sujet au montage, comment il a été sabré. Donc il y a des conditions de production de l'information, il y a des hiérarchies qui jouent sur ces journalistes. Et voilà, quand c'est des têtes d'affiche, quand c'est des grandes gueules, etc., j'y vais direct, je les nomme, bien sûr, et je ne me prive pas de les vilipender. Mais moi, je fais attention à pas forcément accabler des gens qui sortent de l'école de journalisme, qui sont peut-être pas les plus éveillés idéologiquement, politiquement, mais qui essaient juste de trouver du travail et qui quelquefois se retrouvent pris au piège de hiérarchie, de système, qu'ils désapprouvent eux-mêmes. Après, on peut toujours dire qu'ils ne devraient pas faire ces concessions et aller voir ailleurs, mais c'est pas toujours facile. Sur les faits divers, donc l'audience, on est d'accord. Sur BFM TV Partout, je ne suis pas du tout au courant si les BFM TV payent les cafés, les restaurants pour que ça soit diffusé partout. Je ne le pense pas, j'en sais rien, mais je ne me suis pas renseigné. Mais je pense que c'est simplement, c'est un effet de mode, et puis c'est très pratique parce qu'en fait, il y a toujours des écritures sur l'écran. Donc il n'y a même pas besoin de mettre le son. Les conversations du café, du restaurant peuvent continuer. Mais voilà, il y a toujours des bandeaux, des filants, des infos qui défilent. Donc on peut écouter, ne pas écouter, regarder, lire. Et voilà, c'est très pratique, je pense, tout simplement pour les gens qui tiennent ces cafés et ces restaurants. Alors, on va faire une dernière série de questions, mais alors, il y aura pas, tout le monde ne pourra pas parler. Il y a déjà quelqu'un qui est au fond, et puis on prend encore une ou deux questions. On est désolé parce qu'il y a le troisième débat qui est très important, parce que c'est sur, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite par rapport à cette banalisation. Et je pense qu'il ne faut pas le rater, ce dernier débat aussi. Alors, bonsoir. Une thématique que vous n'avez pas abordée dans les idées d'extrême droite qui est assez importante, c'est le sexisme et l'homophobie de leurs programmes et de leurs propos et leurs usages dans les médias. Donc je voulais savoir si vous réfléchissez sur ça, sur la banalisation aussi de ces idées dans les médias via des Zemmour, des Le Pen et compagnie, et quel rôle ça joue dans leur expansion. Voilà. Moi, bonsoir. J'avais deux petites questions. Enfin, une réflexion avec laquelle je suis en désaccord dans ce que j'ai entendu, où les usages des idées racistes et sécuritaires, en fait, sont utilisés à des fins uniquement marchandes, en fait. Enfin, je pense qu'il y a de l'idéologie pour de l'idéologie dans le cadre de la défense des intérêts patronaux, en fait. Enfin, les grands médias, en fait, appartiennent à la bourgeoisie et voilà, et donc ça va au-delà simplement de la logique marchande, en fait. Enfin, je pense que la stigmatisation des musulmans, comme Hugo, tu l'as évoqué, je pense qu'elle vient aussi pour renforcer le sentiment national et le sentiment d'appartenance à l'ordre dominant de ce pays, en fait. Deuxième question, en fait, pour parler de la fascisation et de la menace fasciste, je voulais aborder, enfin, du moins, je voulais te poser une question, Hugo, qui était celle de quels sont les dangers concrets pour nos droits et nos libertés, les enjeux, alors pas de question, mais les enjeux sociétaux, et notamment à l'endroit des droits et des libertés des musulmans, en fait. Oui, bonjour. Moi, je voulais dire un truc par rapport à ce que vous avez dit, madame, sur le tournant Jospin, par rapport à la reprise des thématiques d'extrême droite. Je pense que c'est bien avant. En 83, Fabius disait « L'extrême droite pose de vraies questions, mais apporte de fausses réponses ». C'est dès les années 80, dès la victoire de Mitterrand, il y a eu une grève très très importante à Talbot-Poissy, où les socialistes ont accusé les grévistes d'être des islamistes au moment de la révolution iranienne. Donc la thématique sur l'islam est très 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 ancienne. C'est vrai qu'elle s'est corsée dans les années 80 à partir des affaires du voile. Le voile est devenu l'élément fondamental de généralisation, la question du voile, de l'islamophobie, avec la première affaire dont parlait Hugo tout à l'heure, l'affaire de Creil dans les années 90, et ensuite, à chaque fois qu'il y a eu un événement majeur de mobilisation sociale, paf, il y a eu une affaire du voile. L'affaire en 2010, réforme des retraites de Sarkozy, grand débat sur le niqab. 2004, mobilisation des retraites énorme, paf, l'affaire du voile à l'école. Donc il y a eu vraiment une instrumentalisation politique de cette affaire du voile comme élément de constitution
d'un consensus islamophobe dans le pays. Et là, je voulais en venir justement à un élément avec lequel j'ai un désaccord. Ça reprend ce que disait le camarade précédemment. Je ne pense pas qu'il y ait uniquement une question de marché et de concurrence sur le marché par rapport aux idées racistes. Quand on étend une Léa Salamé, dire le matin à des historiens qui sont en train de dire que Zemmour raconte des stupidités sur la question État, sur la question de Dreyfus, vous savez ce qu'elle lui dit? Mais est-ce que vous avez des preuves? Excusez-moi, ça va au-delà de la concurrence idéologique. Quand elle pose la question, la première question qu'elle pose à Mélenchon, quand il vient chez Ruquier, et qu'elle lui dit, il y a un sondage, mais enfin, vous ne pouvez pas ignorer que si la gauche est à ce stade-là, c'est parce qu'elle nie les réalités. La réalité étant quoi? C'est que dans les banlieues, il y a d'abord, elle cite un sondage complètement bidon, que dans les banlieues, il y a d'abord la République est extrêmement en danger, parce qu'ils croient tous à la charia, à croire à la République. C'est la première question qu'elle pose à Mélenchon. C'est exactement la même question qu'elle a posée à Jadot. C'est hallucinant. Donc moi, je crois que ce qui s'est créé dans le consensus islamophobe, qui a été au cœur de la régression et de la montée du fascisme, il y a au cœur, comme dans les élites économiques, politiques, culturelles, adhérées à l'antisémitisme dans les années 30, je pense qu'aujourd'hui, les élites politiques, culturelles, idéologiques adhèrent à l'islamophobie et au racisme. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental, parce que si on ne voit pas ça, on ne voit pas, par exemple, la presse mainstream, Hugo, tout ce que tu as dit est très juste, mais moi je me souviens, les premiers qui ont adhéré à l'idéologisation de Le Pen, c'est Le Monde. Une page entière de journalistes qui suivaient l'extrême droite, Abel Mestre, qui avait un blog super sur l'analyse de l'extrême droite, une page entière sur Marine Le Pen, jolie, charmante, sa nièce, c'était hallucinant. Donc il faut vraiment pas séparer, je pense, pour comprendre le contexte, les médias mainstream et les chaînes ouvertement fascistes, sinon on ne comprend rien. Hein. Et deuxièmement, ça nous amène à, et je terminerai là-dessus, c'est peut-être le débat d'après, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut continuer à taper sur les fascistes, Zemmour et compagnie, ou est-ce qu'il faut effectivement, dans le cadre de la constitution d'un front antifasciste, parce qu'on en est là, la situation est tellement grave qu'on en est à la constitution d'un front antifasciste, taper sur tous ceux qui relaient. Et vraiment, il y en a beaucoup, quoi. Et les médias mainstream sont vraiment au premier plan. On peut dire que les seuls médias qui aujourd'hui ne relaient pas. Le service public est au centre du relèvement. Au centre. Alors, ceux qui ne relaient pas, on les connaît sur le doigt d'une main. C'est Mediapart, c'est Politis, c'est Bastama, etc. Tout le reste relaie, y compris Libération. C'est une belle transition pour le troisième débat, ça. Vous voulez répondre? Vous devez très rapidement. Je crois qu'on a à peine le temps de répondre pour plutôt partir sur le troisième débat qu'on attend pour savoir qu'est-ce qu'on fait la suite. Voilà. Après, il y a toujours le stand d'Acrimed si vous voulez poursuivre les échanges, vous vous trouvez dans la salle. Et sur la question du sexisme, je renvoie à la revue où disons qu'on répond pas mal à la question, mais oui, je suis navrée, on doit conclure, on a plus de retard. Donc retour dans 5 minutes. Merci Agathos. Alors je vois les abonnements par contre. Je vois pas le chat, mais je vois les abonnements. Merci beaucoup Agathos pour tes subs. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai été un peu déçu par ce débat. Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus construit. Samuel Gontier était construit au départ, mais les deux autres là, bon, j'ai trouvé que c'était assez... on était un peu dans la généralité. Bon, voilà. Alors, le débat qui suit va donner la parole normalement à Acrimed et à deux syndicats de journalistes, le SNJ, le SNJ CGT. SNJ, c'est Syndicat National des Journalistes, c'est le syndicat majoritaire. Et donc, sauf erreur de ma part, on devrait voir
Emmanuel Poupard et Emmanuel Vire à la tribune. Alors je suis très emmerdé parce que là j'ai pas le chat. Et moi, au poste sans le chat, ça m'emmerde. Mais là je sais pas ce qui se passe. Alors il y a un truc que je pourrais peut-être faire, c'est couper la liaison et recommencer. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suggère à mes amis Modo, Uriel et Robin qui sont là, et Jessie, peut-être Olivier aussi, je ne sais pas. Dites-moi dans le Discord si vous pensez que j'ai intérêt à relancer l'émission ou pas. Je vais aller voir le Discord dans une minute, quoi. Alors donc on est à la salle Olympe de Gouges dans le 11e arrondissement, au lieu des réunions de la droite dure. Non, je déconne. Il y a ici des congrès comme le NPA, des choses comme ça. Et donc là, cet après-midi, on suit les débats autour de la banalisation de l'extrême droite dans les médias depuis 30 ans. C'est organisé par Visa et Acrimed. Et la salle est archi pleine, voilà. Là, les gens sont allés se désaltérer. J'irais bien me chercher un café, les amis. Oh, j'irais bien me chercher un café. Alors, je vais aller voir le Discord dans une minute. Si jamais Uriel et Robin peuvent me dire ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est mieux de rester comme ça, en fonction de l'activité du chat, ou est-ce que je redémarre? Bienvenue, Elias. Bienvenue au poste. Je sais pas pourquoi il a bloqué justement un message d'Agratos qui disait 100% d'accord, nous sommes dans un état policier. Et je sais pas, le message est figé là. Le chat est figé là. Bon, je vous fais un petit coucou. Un petit coucou. Un petit coucou. Je vais aller voir le Discord. Hop. Alors, je vais relancer l'émission et on va faire le troisième débat. Je vais peut-être en profiter pour aller me chercher un petit café, si vous voulez bien. Ou je redémarre. Non, attendez, je vais faire quelque chose, je vais juste trouver quelqu'un.